Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Les histoires évoluent. Ce meurtre à Ville-le-Moine qu'on traitait au départ comme une chicane de voisins. On comprenait pas trop pourquoi ça avait tourné au meurtre. Et là, les proches de la victime, vraiment, s'en prennent à la police de Longueuil en mentionnant les nombreux avertissements qu'on avait. Ben, il soulève des questions pertinentes. Alors, Patrick Sinotte, la victime dans ça, était effectivement une connaissance du voisin qui l'aurait tué, là, s'il est reconnu coupable de tout ça. Les proches de Patrick Sinotte se sont confiés à mon collègue Claude Poirier hier. Et ce qu'ils disent, en essence, là, c'est qu'ils se demandent pourquoi ce fameux voisin qui entendait des voix, qui avait reçu la visite de policiers à plus d'une reprise, si on se fie à cette version des faits, enfin, pourquoi cet homme-là avait pas été arrêté, subi une évaluation psychiatrique et, à la rigueur, fait l'objet, là, de mesures contraignantes l'empêchant d'entrer peut-être en contact avec son voisinage. Ça, maintenant, c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. On sait que Guy Durocher, 68 ans, est accusé de meurtre au 2e degré. Son avocat va l'envoyer certainement à l'évaluation psychiatrique. La Cour ne s'y opposera pas, j'en suis persuadé. Mais la veille, Félix, il avait crevé les pneus là, des véhicules des gens du bloc. Là. Oui, c'est ça. Et puis, la police dit, là, nous, on n'a rien à faire avec ça. Mais je veux dire, le gars est instable, violent, les voisins ont peur de lui, là, ils pètent tous leurs pneus. C'est pas plus qu'une petite lumière jaune, c'est pas une grosse lumière rouge qui s'allume dans le tableau de bord, ça? C'est une grosse lumière rouge, mais ce que je constate à la lumière des faits qui nous sont rapportés, c'est que cette lumière rouge-là, peut-être que les policiers ne l'ont pas vue aussi. Parce que, exemple, les voisins du présumé meurtrier, dans cette affaire, ils commençaient à s'isoler de plus en plus. Ils se parlaient tout seuls. Ils sortaient de chez lui avec un pied de biche. Alors, les comportements de Durocher faisaient peur à Patrick Sinotte, notre victime de 56 ans. Il vérifiait, lui, que ses portes étaient barrées tous les soirs. Il disait quelque chose qui cloche avec ce gars-là, au fond. Alors, moi, ce que je me demande, puis c'est ça dans à peu près chaque affaire où on a manifestement quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est que les policiers, peut-être, ne décèlent pas par faute d'information. Parce que, tu me dis, écoute, il est sorti crever les pneus, puis est-ce que c'est une lumière jaune ou une lumière rouge? Moi, je pense que dans la tête des policiers qui vont arrêter quelqu'un pour méfait, c'est peut-être une lumière jaune qui tire sur le rouge. Parce que tous ces commentaires-là, verbalisés par les proches de M. Sinotte, ont-ils été acheminés à la police? Ça, la police est en train de se poser des questions, le SPAL, le service de police de Longueuil, à ce sujet, parce que si c'est le cas, là, Mario, on pourra dire qu'il y a peut-être eu un manque. Si c'est pas le cas, parfois, tu peux pas demander à quelqu'un d'agir sur ce qu'il connaît pas. Alors, c'est toujours, tu sais, remarque-le, Mario, à part des cas très clairs, là, où la commission d'examen des troubles mentaux avait émis des ordres, tu sais, irréfutables concernant des gens qui étaient des dangers s'ils étaient en liberté, puis qu'on les retrouve finalement dans la rue quelques mois plus tard en train de tirer sur des innocents. C'est arrivé il y a 3 ans à Montréal. Mais dans ce cas-ci, c'est plus en nuance, mais les questions sont tout de même pertinentes. Ouais. Alors, voici un suivi à la fin. L'homme qui a été criblé de balles dans la cour d'un hôtel, d'un motel à Lévis, il y a une possibilité que ce soit carrément le mauvais gars? Et que la victime soit un Ontarien qui était au Québec pour y travailler, qui logeait dans cet hôtel de la Rive-Sud de Québec à Lévis, ce qui en fait une victime collatérale de la guerre des stupéfiants. Mais qui n'a aucun rapport.
mais qu'il n'y aurait aucun rapport là-dedans. Hier, toi et moi, nous supputions à savoir, va-t-il parler à la police? Souvent, dans ces cas-là, ça se peut même que s'il soit une victime innocente qui ne parle pas à la police, les gens ont tellement peur des conséquences de collaborer avec les autorités. C'est pas ce que je souhaite au service de police de Lévis, bien sûr. Alors, rappelons, ça rend l'affaire, Mario, à mon sens, encore plus grave, évidemment. Parce que là, s'il y a une victime dite innocente, comme la proverbiale expression nous l'indique. Plus un règlement de compte entre gangs, là. Non, mais aussi, c'est que ces règlements de compte entre gangs, un peu comme c'est arrivé dans les incendies criminels de Montréal, débordent le cadre du crime organisé et de la fameuse idée que l'on perçoit que hey, c'est pas grave, ils se tuent entre eux autres, hey, c'est pas grave, ils s'agressent entre eux autres, quand ça sort, mais ça sort du cadre beaucoup. Je te rappelle, ça fait en sorte, puis tout le monde a eu peur, hein, j'ai vu le reportage hier de mon collègue, c'est Sébastien Dubois, je crois, il y a une balle qui s'est logée dans le bureau du gérant de l'hôtel, là. Alors, s'il avait été sur là, les visuels, tout à l'heure, les gens qui nous voient à la télé, là, sur le visuel, on voit le trou de balle dans une fenêtre là, au rez-de-chaussée de l'hôtel. Alors, donc, puis Mario, je vais te relater juste quelques petits événements. Juste avant les fêtes, il y a quelques individus qui ont été arrêtés à la sortie du parc des Laurentides. Ils s'en revenaient vers Québec. Ils venaient de s'en prendre. Ils avaient des armes en leur possession. Ils venaient de s'en prendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean à une victime innocente qui croyait être quelqu'un qui avait reçu l'ordre de tabasser. Ils se sont trompés de personne. C'est arrivé une autre fois aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean durant l'automne. Je suis d'avis, en tout cas, je m'en fais un devoir. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à comptabiliser les victimes innocentes de la guerre des stupéfiants. Je pense que ça arrive de plus en plus souvent et que... Mais donc, dans ce cas-ci, ce serait un pauvre gars de l'Ontario venu faire du travail, embauché pour faire du travail au Québec, couché à ce motel-là, puis il se fait tirer dans le parking parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Quand tu t'en viens travailler au Québec, puis tu retournes chez vous avec quelques balles dans le corps, je peux te dire que c'est l'expression, disons, patente de victime innocente, là. Alors, honnêtement, Mario, on va surveiller ça parce que ça, c'est l'angle, donc peut-être l'angle oublié là, de la guerre des stupéfiants. Pour l'instant, les victimes innocentes, il va falloir commencer à en faire le décompte. Ça commence à faire beaucoup. Félix, j'ai parlé à ta collègue Nora Lamontagne tout à l'heure, tout un dossier qu'elle a monté à partir des propos d'un juge en Alabama, là, mais sur l'entreprise Pornhub. Ben oui, tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, puis ce qui est sidérant, employons le mot sidérant dans ça, c'est que en fait, il y a eu au moins 684 millions de fois sur Pornhub des vidéos de porno juvénile qui ont été visionnées. Ça a pris des années avant que MindGeek, devenu Halo, puisse signaler ces visionnements-là aux autorités compétentes. En fait, c'est arrivé dans un litige. Là, tu te rappelles quand Visa menaçait de couper les liens si elle permettait aux utilisateurs de payer pour consommer de la porno. Alors, ça s'est rendu en cours en Alabama. Dans le cadre du litige, il y a une jeune femme qui poursuit, qui accuse MindGeek d'avoir diffusé des vidéos de pédopornographie, qui s'est rendu devant le tribunal. Cette affaire-là s'est rendue devant le tribunal. Puis ce qu'on voit, au fond, c'est que les premières mesures de MindGeek pour stopper ces soupçons-là arrivent en 2020. Pornhub a été lancé en 2017. Alors voilà le résultat quand tu surveilles pas quelque chose pendant une quinzaine d'années, ce que ça donne. Si tu laisses aussi des fois à la libre entreprise l'occasion de s'auto-réguler puis s'auto-régule pas. Et en plus, on va aller voir dans le journal aujourd'hui, Nora Lamontagne reproduit les discussions entre des dirigeants de MindGeek. Il s'en moque un peu, mais il y a pire. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont presque en train de monétiser les contenus qui résultent des recherches comme Really Young Girl, adolescente, et etc. Et ils savent très bien que c'est extrêmement populaire sur leur site. Alors, je pense que plus que de s'en balancer un peu, du moins jusqu'à 2020, ils s'en mettaient plutôt plein les poches. Rappelons qu'avec la prorogation du Parlement obtenue par le gouvernement Trudeau, il y a le projet de loi de Julie Miville-Deschênes qui est en lecture finale, le fameux S10 qui va mourir au feuilleton, qui aurait pu un peu mieux encadrer les pratiques ici. Rappel important. Merci Félix. Merci. À demain.